l'avons appelé le petit caporal parce qu'il avait l'habitude de passer dans le coin pour aller chez Fifine, qui est une pizzeria maintenant sur la route de Ponto. Pour faire vivre le souvenir de Napoléon, nous avons imaginé, au jour le jour, faire un tableau qui est en vitrine et qui raconte ce que Napoléon a fait il y a 200 ans. Napoléon est très important pour les Italiens, parce que, sans aucun doute, l'épopée napoléonienne, la campagne d'Italie, ont inspiré le Risorgimento, c'est-à-dire le renouveau italien, le sentiment national pour l'indépendance du pays. Quand les Allemands pensent à Napoléon, ils l'associent, comme les Espagnols, à l'essor de leur nationalisme. C'est lui qui permet ce profond sentiment populaire qui aboutit à l'idée qu'un peuple égale une nation. Nous, les Polonais, nous avons un rapport très particulier avec Napoléon, un mélange d'espoir et de gratitude, car il nous a donné l'espérance de retrouver notre liberté. Il a mené des milliers de Polonais à la conquête de Moscou pour leur redonner liberté et fierté. Car il faut savoir qu'à cette époque, la Pologne avait été partagée entre la Russie, l'Autriche et la Prusse. C'est le 5 mai 1821 que Napoléon est mort à Sainte-Hélène, dans l'Atlantique Sud. Mais la légende napoléonienne n'a que faire de cette date. Elle s'est constituée du vivant de Bonaparte, voulu par lui, répandu par des images de propagande. Et puis la propagande est devenue mythologie. Avec la Révolution française et la prise en compte de l'opinion publique, la propagande était devenue fondamentale dans la vie politique. Il fallait convaincre le plus grand nombre, frapper les imaginations. Ainsi, l'image qu'on donne de soi devient déterminante. Le chef qui tient son pouvoir du peuple doit sans arrêt séduire. Le règne de l'image est intronisé. La légende se prolonge longtemps après la mort de Napoléon grâce à de nouvelles générations d'images, inspirées par les premières, tableaux, gravures, relayés au XXe siècle par la photographie et le cinéma. Aujourd'hui, la légende napoléonienne est toujours vivace. Chaque année, le 5 mai, une cérémonie est organisée officiellement aux Invalides pour rendre hommage à l'empereur le jour anniversaire de son décès. Il est tout à fait normal qu'il y ait l'armée de notre pays, et l'armée de la France, et elle a servi la royauté, elle a servi la Révolution, elle a servi l'Empire, et maintenant elle sert la République, et on rend hommage à ce qui a fait la gloire de la France. Après les honneurs rendus par l'armée française, de curieux personnages entrent en scène. Ce sont des passionnés venus de tous les pays d'Europe qui reconstituent la Grande Armée. J'arrive de Saint-Pétersbourg pour venir rendre hommage à l'empereur le jour anniversaire de son décès. Mais pour moi, Napoléon n'est pas mort et je me considère toujours comme un soldat de son armée. Ainsi, tous les 5 mai, ces passionnés côtoient ici la noblesse et les princes d'Empire.
Vrais militaires ou soldats d'un jour, leur ferveur rappelle celle des Parisiens en 1840, quand les cendres de l'empereur, 19 ans après son décès, reviennent de Sainte-Hélène, apothéose de sa gloire. Le tableau de Jeanne Isabey, peint en 1842, nous évoque le moment où le cercueil de Napoléon est embarqué à Sainte-Hélène, à bord de la Belle Poule. Le peintre n'a pas assisté à la scène, mais il l'imagine. La nuit, le brouillard, un bateau fantôme, nous sommes plongés dans la légende. C'est le 14 décembre 1840 qu'arrive à Courbevoie la dépouille de l'empereur. Le lendemain, elle est accompagnée par une foule immense jusqu'aux Invalides. Chateaubriand pouvait déclarer « Vivant, il a manqué le monde. Mort, il le possède. » Victor Hugo ajoute « On ne regarda plus qu'un seul côté du temps. On ne se souvint plus que des jours éclatants. Cet homme étrange avait comme enivré l'histoire. La justice à l'œil froid disparut sous sa gloire. » Oubliez les centaines de milliers de Français perdus pendant les guerres de l'Empire. Oubliez les 2 invasions de la France, les Cosaques sur les Champs-Élysées, la fin des espoirs nés avec la Révolution, les massacres commis pendant l'occupation française en Calabre, au Tyrol et surtout en Espagne. C'est au milieu de l'Atlantique, dans l'hémisphère sud, entre l'Afrique et le Brésil, que se trouve l'île de Sainte-Hélène. Aujourd'hui encore, elle n'est reliée au reste du monde que par un bateau. 15 jours de traversée entre l'Angleterre et Sainte-Hélène. L'influence de Napoléon a été considérable dans toute l'Europe en son temps. Il a été un grand militaire, un grand amant, un grand stratège, et même grand dans sa défaite après Waterloo. Quand il a vécu à Sainte-Hélène, il a laissé des traces de son passage. Et c'est pourquoi, en tant que touriste, j'ai envie de parcourir ces lieux pour me faire une idée de ce que c'était à son époque. Il est certain que son exil à Sainte-Hélène a contribué à forger sa légende, à en faire un personnage presque mythologique. Et quoi qu'il en soit, Napoléon apparaît avec une auréole de gloire unique, même sans cet exil. Je pense que Sainte-Hélène, peut-être que le mieux qu'on puisse en dire, c'est que c'est une forteresse. Avec ses hautes falaises, elle empêche à la fois toute conquête et toute évasion. C'est vraiment une forteresse. Sainte-Hélène, un tombeau surgit des flots. C'est ici que la légende se substitue aux réalités de la politique. C'est ici que peu à peu, la propagande napoléonienne se transforme en mythologie. En 1815, il faut 70 jours de bateau pour relier l'Europe à ses falaises volcaniques. Après la défaite de Waterloo, Napoléon s'est livré aux Anglais. C'est ici, de 1815 à sa mort, en 1821, qu'il devient une victime expiatoire. À Jamestown, la capitale,
ni port, ni aéroport. Comme en 1815, c'est en chaloupe qu'on atteint la terre ferme. Napoléon, en observant ce tas de cendres, aurait dit « Ce n'est pas un bien beau séjour. J'aurais mieux fait de rester en Égypte. Je serais à présent empereur de tout l'Orient. » Sainte-Hélène, perdue au milieu de l'Atlantique, à l'écart des grandes routes maritimes, ne compte actuellement que 6000 habitants répartis sur un territoire de 10 km de long. L'essentiel de la population vit à Jamestown. Napoléon, lui, ne resta qu'une seule nuit dans la capitale. Après 2 mois, passé dans une maisonnette au fond d'un vallon, les Briards, il va être assigné à résidence surveillée dans la partie la plus détestable de l'île, le plateau de Longwood. In the years immediately after his captivity on Saint Helena, dans les années qui ont suivi immédiatement sa captivité à Sainte-Hélène, les admirateurs de Napoléon en Grande-Bretagne ont accusé le gouverneur de l'époque d'avoir agi arbitrairement dans sa façon de conduire sa mission quand il devait assurer la sécurité de l'île et celle de son prisonnier. Donc oui, je pense qu'on peut dire qu'il a contribué à faire de lui une figure légendaire aux yeux des Britanniques. Mais moi, d'un point de vue plus personnel, je me souviens que ma grand-mère me racontait que sa propre grand-mère lui disait, quand elle n'était pas sage et qu'elle ne voulait pas aller se coucher, que Napoléon allait revenir et l'emporter. Longwood. Depuis 1858, ce coin de l'île est propriété de l'État français. Napoléon III ayant pu acheter à la reine Victoria le lieu où son oncle a subi son martyre. Ici, tout est dérisoire et pathétique. Ce petit pavillon chinois, dans lequel le captif s'enferme pendant des heures, ces jardins que Napoléon fait tracer en 1819, il renoue ainsi avec le jardinage, un de ses premiers passe-temps de jeunesse. Mais dès les premiers mois de 1820, il se lasse de ses plates-bandes et ses sorties sont de plus en plus rares. Par ses trous creusés dans les persiennes, il épie avec sa lorgnette les mouvements de l'ennemi. Devant Longwood, voici le seul paysage qui s'offre à sa vue. C'est sous cet arbre qu'il rêve à sa puissance et au faste perdu. Sur cette table de billard, il étalait ses cartes et refaisait les unes après les autres toutes ses campagnes. Attentif, Gouraud, Lascaz, Montholon ou Bertrand réécrivaient l'histoire. Ici, Napoléon a gagné sa plus grande bataille. Devant la postérité, il se présente en homme providentiel, soucieux de paix, d'ordre et de justice, entraîné malgré lui par les puissances féodales dans une suite interminable de guerres qu'il n'a pas voulues. Et puis, il y a la déchéance qui précède la mort. Les nuits de plus en plus courtes et de plus en plus agitées, les siestes qui n'en finissent plus, les bains d'eau brûlante dans lesquels il s'abîme durant des heures, plusieurs fois par jour. Et l'ennui, l'absence de projet. Longwood se vide, le cercle des fidèles se restreint. Miné par la maladie, toujours en butte aux tracasseries d'Hudson Law, le gouverneur britannique,
son calvaire le transforme peu à peu en héros romantique. Celui qui se grandit dans le malheur et la tragédie. Il peut déclarer « L'infortune seule manquait à ma renommée. J'ai porté la couronne impériale de France, la couronne de fer d'Italie. Et maintenant l'Angleterre m'en a donné une autre, plus grande encore, et plus glorieuse. Celle portée par le Sauveur du monde, une couronne d'épines. » Éviscéré, le corps de Napoléon Bonaparte est enterré dans un vallon de l'île que le captif avait apprécié, la vallée du Géranium. Avant d'être exhumé, 19 ans plus tard, ramené en France et déposé dans la crypte des Invalides. La légende, elle, commence à se répandre, enrichie par le récit des derniers fidèles. L'histoire est sublimée par les survivants de l'épopée, d'autant plus qu'en France et en Europe, c'est le temps de la Restauration et de la Sainte Alliance. Un avenir cadenassé par le retour des hommes d'Ancien Régime. Chateaubriand, encore lui, peut proclamer « Retomber de Bonaparte et de l'Empire à ce qui les a suivis, c'est tomber de la réalité dans le néant, du sommet d'une montagne dans un gouffre. Plus de conquêtes d'Égypte, plus de batailles de Marengo, d'Austerlitz et de Iéna, plus de retour de l'île d'Elbe. Quoi donc? Des portraits à qui le génie de Molière pourrait seul donner la gravité du comique. » À l'origine de la légende, il y eut des communiqués de guerre. C'était au temps de la Première République. Époque d'enthousiasme, d'espoir, aventure de jeunesse. L'une des premières images de cette légende est le célèbre tableau d'Antoine Gros. Peint en 1796, peu de temps après la bataille, au cours de nombreuses séances de pose, cette œuvre magistrale, néanmoins image de propagande, représente bien l'héroïsme d'un jeune général de la Révolution, prêt à se sacrifier pour la patrie et la liberté. Au XXe siècle, plusieurs centaines de films s'inspirent de ce mythe pour évoquer l'épopée. Parmi eux, le Napoléon d'Abel Gance, réalisé de 1925 à 1927. Dans ce film de l'entre-deux-guerres, Abel Gance joue sur la fibre patriotique en célébrant avec lyrisme les idéaux de la Révolution française. Soldats! Vous êtes nus, mal nourris. Le gouvernement vous doit beaucoup, il ne peut rien vous donner. Le courage, la patience que vous montrez au milieu de ces rochers sont admirables.
mais il ne vous procure aucune gloire. Aucun éclat ne rejaillit sur vous. Soldats! Soldats d'Italie! Manqueriez-vous de courage ou de confiance? Inspirée par la légende, l'œuvre d'Abel Gance a elle-même engendré une nouvelle vague de passion. Pour beaucoup, le visage de Bonaparte devient celui d'Albert Dieudonné, l'acteur du film. Puissance du mythe jusqu'à l'obsession. Moi, personnellement, qui m'attache à l'histoire du costume, qui réalise des costumes, je perçois de manière plus sensible, peut-être, ce souci d'Abel Gance de vouloir utiliser le détail concret du costume pour pouvoir faire passer un esprit, pour pouvoir faire passer un imaginaire de l'homme d'hier. Abel Gance imposa à Albert Dieudonné le fait de porter le sabre pendant plusieurs semaines avant le tournage pour que celui-ci se familiarise avec l'encombrement que représente le fait de porter un sabre sans blesser les comédiennes et donner l'impression que c'était véritablement l'objet de son quotidien. La mise en situation physique fait qu'il y a une perception de la psychologie. En vérité, l'épisode d'Arcole a failli très mal tourner pour Bonaparte et les Français qui ont été rejetés au sud de l'Adige. La bataille a lieu dans des marais pendant 3 jours, du 15 au 17 novembre 1796. Les Français ont dû évacuer Vérone et battent en retraite. Ils ont subi de nombreuses pertes, et pourtant, Bonaparte a décidé de reprendre l'offensive, là où on ne l'attend pas, en construisant un pont de bateaux. Le terrain marécageux empêche les troupes ennemies, en plus grand nombre, de se déployer. Il faut coûte que coûte empêcher la jonction des 2 armées autrichiennes, l'une retranchée à Mantoue, l'autre qui arrive du Tyrol, commandée par Alvinci. Quand Bonaparte saisit le drapeau tricolore et s'élance sur le pont, sous les tirs ennemis, il ne doit la vie qu'à son aide de camp, Muiron, qui se sacrifie en le couvrant de son corps. Lui-même est projeté dans la rivière et risque d'être capturé par les Autrichiens. La ville d'Arcole n'est prise que 2 jours plus tard. Voilà 8 mois depuis le 23 mars 1796 que Bonaparte est à la tête de l'armée d'Italie. Quand il en a pris le commandement, il n'a pas encore 27 ans. Il est déjà connu pour avoir contribué à reprendre Toulon aux Anglais en 1793. À cette époque, il était devenu l'ami du frère de Robespierre. Et après la chute de celui-ci, le 9 Thermidor, il est emprisonné comme robespierriste pendant quelques semaines au fort d'Antibes. En plein Paris, devant l'église Saint-Roch, le 13 Vendémiaire, 5 octobre 1795, une insurrection royaliste menace la République. Barras, un des tombeurs de Robespierre, fait appel à Bonaparte pour écraser cette insurrection. Surnommé par dérision général Vendémiaire, Bonaparte est désormais protégé par Barras, ancien vicomte, un des chefs du Directoire, nouveau riche qui vient de s'acheter le château de Grosbois. Barras présente à Bonaparte une de ses maîtresses, Joséphine, veuve du vicomte de Beauharnais. Lui, le petit noble corse, sans le sou, tombe amoureux de cette ci-devant aristocrate, demi-mondaine, son aînée de 6 ans, et l'épouse.
Dans les jours qui suivent, il est nommé général en chef de l'armée d'Italie, la plus minable des armées de la République. J'ai faim, c'est l'enfer ici. La liberté, on s'en fout quand on la crève. Gardez-vous! Moi, de garde à vous. Il n'y a pas de chef quand il n'y a pas de pain. Cette armée est composée de 35 000 fantassins et 4 000 cavaliers, plus ou moins affamés, plus ou moins pillards, tous indisciplinés. Elle doit participer à l'encerclement de l'Autriche en guerre contre la France depuis 1792. Cette armée doit seulement contenir les Autrichiens et leurs alliés italiens. L'offensive doit être menée en Allemagne par Jourdan et Moreau. Cependant, les revers subis en Allemagne et les victoires de Bonaparte en Italie vont contrarier les plans du gouvernement français. Montenotte, millesimo dego Mondovi, les Piémontais sont vaincus. Après la victoire de Lodi, les Autrichiens sont chassés de Lombardie et Bonaparte fait son entrée triomphale à Milan. Dans la campagne d'Italie, en appliquant le principe divisionnaire, en ayant remarquablement bien renseigné et en ayant remarquablement planifié ses opérations, il surprit tout le monde par la vitesse à laquelle il se déplaçait sur des axes très diversifiés et par une concentration immédiate pour l'emporter sur l'ennemi. C'est-à-dire, c'était l'exemple de la guerre éclair que nous avons retrouvé dans les premières parties de la Deuxième Guerre mondiale. Comme les Autrichiens menacent mon flanc gauche, j'y porte toutes mes forces, c'est-à-dire la division Masséna qui arrive en renfort de Vérone. J'engage toutes mes réserves. Ainsi, je dois trouver une solution au coup par coup. Et si les Autrichiens contre-attaquent par ailleurs, je devrais faire face le plus vite possible. La bataille que Giusto Toni reconstitue avec ses soldats de plomb est celle de Rivoli, moment décisif dans la campagne d'Italie. Les combats s'engagent à 4 heures du matin et au début, le général Joubert est seul face aux Autrichiens. Je suis ici aujourd'hui pour participer à la reconstitution de la bataille de Rivoli. Ça a été une bataille très dure. Napoléon l'a suivie intensément, heure par heure. À proprement parler, c'est Masséna qui a permis, avec ses renforts, de remporter la victoire. Les Autrichiens ont été complètement submergés et ont essayé de se réfugier à Mantoue. Et moi, qui fais partie de la division Murat, j'attends les ordres pour les poursuivre et les faire tous prisonniers. Après leur défaite de Rivoli, les Autrichiens retranchés dans Mantoue se rendent à Bonaparte. Ils ont perdu pendant cette campagne 36 000 hommes, morts ou prisonniers, et 60 canons. La route du Tyrol et de l'Autriche est libre. Au-delà des Alpes, les Français se retrouvent à 100 km de Vienne. Bonaparte peut imposer à l'Autriche un armistice, puis le traité de Campo Formio. Le jeune général a réussi à offrir à la France ce qu'elle attend depuis 5 ans, la paix sur le continent. Homme de paix et de guerre, Bonaparte est surtout un fin politique,
qui comprend rapidement qu'un destin national et international est à sa portée grâce à ses fidèles, grâce à son armée. Il soigne l'image qu'il veut donner de lui. Un chef intransigeant avec les ennemis de la France, mais débonnaire avec ses hommes et avec le peuple. Devenu maître dans l'art de la propagande, il fait paraître le courrier de l'armée d'Italie, distribué gratuitement à ses soldats et en France. On y découvre un général au goût simple, qui déteste toute dictature, qui méprise le luxe, le contraire même des hommes du Directoire. En vérité, cette parution est financée par Bonaparte lui-même, qui amasse une coquette fortune. Entre chaque campagne, il réside dans les plus beaux châteaux du nord de l'Italie, où il organise, autour de lui et de sa femme Joséphine, qui la rejoint, une véritable cour. La confiscation des mines d'Idria lui rapporte à elle seule déjà 1 million de francs, soit 26 millions de nos francs actuels. Soldats, vous n'avez ni souliers, ni habits, ni chemise. Presque pas de pain. Et nos magasins sont vides. Ceux de l'ennemi regorgent de tout. C'est à vous de les conquérir. Je veux vous conduire dans les plus fertiles plaines du monde. De riches provinces, de grandes villes seront en votre pouvoir. Après chaque victoire, les vaincus doivent payer. Les Piémontais, 3 millions. Les Milanais et le duc de Parme, chacun 20 millions, 20 toiles de maître. Le pape, 15 millions et demi en or et argent. La République de Venise, avant de disparaître en tant qu'État, doit céder 3 millions en numéraire, autant en fournitures pour la marine, 5 bateaux, 20 tableaux, 500 manuscrits. Croyez-vous que ce soit pour faire la grandeur des avocats du Directoire que je triomphe en Italie? Croyez-vous aussi que ce soit pour fonder une république? Quelle idée! C'est une chimère dont les Français sont engoués. Mais cela leur passera avec tant d'autres. Il faut à la nation un chef illustre par la gloire, et non pas des théories de gouvernement, des phrases, des discours d'idéologues auxquels les Français n'entendent rien. Je ne voudrais quitter l'Italie que pour aller jouer en France un rôle à peu près semblable à celui que je joue ici. Ce rôle, Bonaparte ne le joue pas à son retour d'Italie, mais 2 ans plus tard, en revenant de l'expédition d'Égypte, qui elle aussi contribue à sa légende. Cette expédition d'Égypte avait été imaginée pour contrarier les intérêts anglais en Orient et leur couper la route des Indes. Elle se solda par un échec, mais Bonaparte, lui, devenait un héros légendaire sur les traces d'Alexandre le Grand. En réalité, les troupes françaises furent arrêtées dans leur progression vers l'Est à Saint-Jean-d'Acre le 15 mai 1799. Et c'est au cours de cette campagne, bien qu'aucune image ne le montre, que Bonaparte donna l'ordre de faire massacrer 3000 prisonniers qu'il ne pouvait plus contrôler. Éliminer 3000 prisonniers serait aujourd'hui évidemment un crime de guerre. Reporté dans le contexte historique, eh bien ce serait un anachronisme, car en fait, Bonaparte est prisonnier du système. Soit il laisse repartir ces prisonniers, et à ce moment-là, il va les retrouver très rapidement contre lui. Soit il les conserve, et il n'a pas les moyens ni de les faire garder, ni de les alimenter. Donc ce corps expéditionnaire, tout petit, dans un milieu particulièrement hostile, milieu humain et physique particulièrement hostile, ce corps expéditionnaire serait voué à la destruction. Donc, Bonaparte choisit la protection de son corps expéditionnaire.
Le tableau d'Antoine Gros, Les pestiférés de Jaffa, présenté à l'exposition de 1804, lui, nous montre un chef d'une humanité profonde, doué de dons extraordinaires, investi d'un pouvoir surnaturel. Le geste de Bonaparte, qui touche les bubons des pestiférés, rappelle celui des rois capables, selon la légende, de guérir par attouchement les écrouelles. En vérité, le général, obligé de battre en retraite, abandonna ses soldats malades après leur avoir administré des doses mortelles d'opium. Administrer des doses mortelles d'opium à ses soldats est certainement pour un chef militaire un cas de conscience. Elles ne sont pas toutes mortelles. Effectivement, il y a l'histoire absolument extraordinaire de ces soldats qui ont résisté à de très fortes doses. Les soldats ont été récupérés par les Anglais, car il faut bien toujours voir que derrière les Ottomans, il y a toujours les Anglais, et les Anglais s'en sont servis pour leur propagande. Ils les ont protégés vis-à-vis des Ottomans, ils les ont traités, ils les ont soignés, et évidemment, ensuite, ils ont expliqué quel était ce monstre que ce Bonaparte qui faisait subir un tel sort à ses soldats. Pourtant, en France, la légende est en marche. Les mentalités sont prêtes à reconnaître en Napoléon Bonaparte l'héritier spirituel des souverains d'Ancien Régime. Le rétablissement d'un pouvoir fort, respectueux des changements sociaux de la Révolution française, devient une hypothèse de plus en plus probable dans l'opinion publique française. L'immense tableau de David, 10 mètres sur 6 mètres, est à la fois une grande œuvre d'art, une image de propagande, mais aussi la dénonciation d'une mascarade. L'empereur, après s'être couronné lui-même, se retourne vers son épouse Joséphine. Maître et souverain, il est saisi dans un mouvement de grâce et de générosité. Mais derrière cette scène, tout empreinte de majesté et d'harmonie, on distingue une terrifiante galerie de portraits à la façon de Goya. Sous leurs oripeaux, on reconnaît les profiteurs de la Révolution. Les deux anciens consuls, comparses de Bonaparte, Lebrun et Cambacérès, Talleyrand, ancien évêque, ancien président de l'Assemblée constituante, futur prince de Bénévent, au sourire énigmatique. Au-dessus des sœurs de Napoléon, on remarque les sabreurs des armées d'Italie et du Rhin. Murat, fils d'aubergiste, beau-frère de Napoléon et futur roi de Naples. Et au centre, bien que volontairement absente de Paris, la mère du nouvel empereur, représentée par David telle une divinité tutélaire ou un fantôme inquiétant. Pour un républicain, il n'y a pas de sauveur suprême et Napoléon n'est pas un sauveur suprême. Mais quand on l'accuse d'avoir fait un coup d'État, on se trompe. Bien sûr, ça a les formes d'un coup d'État. En fait, il empêche le rétablissement de la monarchie. Quand on l'accuse d'avoir rétabli les privilèges, on se trompe encore. Parce que bien sûr, il crée une noblesse, mais c'est une noblesse fondée sur le talent, sur la capacité et qui puise parmi les roturiers. Quand on l'accuse d'avoir rétabli la monarchie, c'est une monarchie qui demande l'approbation des Français et dans l'Europe monarchique, on ne s'y est pas trompé, on a toujours considéré Napoléon comme un jacobin. Enfin, quand on dit qu'il a rétabli l'esclavage, on ne peut pas nier là une ombre noire, je dirais, sur l'Empire, mais c'est en même temps l'époque qui veut cela. L'esclavage ne sera annulé qu'en 1848, c'est-à-dire plus de 20 ans après la disparition de Napoléon. Rétablissement de l'esclavage en 1802. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que des hommes qui avaient goûté à la liberté de 1794 à 1802, bien entendu, ont refusé de se soumettre aux chaînes de la servitude. Et il y eut alors, pour les plonger à nouveau dans ce système inique, des morts de femmes, d'enfants, des massacres pendant les affrontements militaires et après, lors de la répression. C'est là le crime contre l'humanité commis par cet homme Napoléon Bonaparte. Et cela
On ne doit pas l'oublier, l'histoire est une, l'humanité est une, et c'est pourquoi, en souvenir de ce crime, je n'ai aucune admiration, mais plutôt un profond mépris, sinon de la haine pour Napoléon Bonaparte. C'était 5 ans avant son sacre, le 18 Brumaire, 10 novembre 1799, que Bonaparte s'était emparé du pouvoir pour devenir premier consul. Après le coup d'État, le peuple est invité par plébiscite à donner son avis. Officiellement, 3 millions de oui en faveur du nouveau régime, 1600 non. Le suffrage universel est rétabli, mais en même temps, le premier consul décide de tout. « 1800. De nouveau, c'est la guerre. La paix avec l'Autriche n'a pas duré plus de 2 ans. Une situation catastrophique héritée du Directoire. Les frontières en Savoie et en Alsace sont menacées. Tel Hannibal, le premier consul fait franchir les Alpes à son armée. Exploit célébré par le tableau de David. Mais en vérité, c'est sur un baudet que Napoléon Bonaparte est arrivé au col du Grand Saint-Bernard. De l'autre côté des Alpes, il tombe par surprise sur les Autrichiens dans la plaine de Marengo. Mais ayant dispersé ses troupes, il risque d'être battu. Pour lui, une seule défaite militaire, et c'est la fin de sa carrière politique. Finalement, l'arrivée et le sacrifice de Dessay renversent la situation et la bataille est gagnée. En apprenant la mort de Dessay, on rapporte que Bonaparte se serait exclamé « Pourquoi ne m'est-il pas permis de pleurer ?» Le passage des Alpes, la victoire de Marengo durement acquise et la douleur du premier consul, toutes ces péripéties sont largement propagées par des images qui satisfont et l'ambition de Bonaparte et le peuple avide de belles histoires. Pourtant, c'est en Bavière, à Hohenlinden, que les Français remportent une victoire décisive, en décembre 1800, contre les Autrichiens. Les troupes étaient dirigées non par Napoléon Bonaparte, mais par le général Moreau. Et c'est cette victoire qui contraint l'Autriche à signer la paix de Lunéville, suivie 1 an après par celle d'Amiens, conclue avec l'Angleterre. Les Français victorieux, après 10 ans d'affrontements, mettent fin aux guerres de la Révolution. Paix à l'extérieur, ordre à l'intérieur. Napoléon Bonaparte met en place une administration qui va perdurer jusqu'à aujourd'hui. Un modèle d'État fort, extrêmement centralisé, au-delà de tout ce qu'auraient pu espérer les monarques d'Ancien Régime ou les Jacobins de l'an 2. Les finances publiques sont assainies. En 1801-1802, le budget de la nation est équilibré. Une monnaie stable est créée, le franc germinal, qui gardera sa valeur jusqu'en 1914. Napoléon a donc créé un système d'organisation administrative hiérarchisé, centralisé, qui correspondait sans doute à un besoin, puisque la France de la période révolutionnaire était quand même tombée dans un certain désordre. Mais le plus extraordinaire, c'est que ça a duré 1 siècle et demi, plus d'1 siècle et demi. Donc ça a eu des avantages en matière de réorganisation, de restructuration d'une société française dont le droit était profondément transformé. Ça a eu le grave inconvénient de retarder l'introduction de la démocratie locale en France, puisqu'elle aura été retardée. L'espèce de perfection horlogère du système napoléonien fait que la Troisième République, avec une loi de 1871 sur les départements ou une loi de 1884 sur les communes, n'a pas osé porter atteinte au système napoléonien. La République a été fondée, mais pas la démocratie locale. Donc, c'est difficile de porter un jugement sans contraste sur l'action de Napoléon. Il était un génie de l'organisation, mais enfin, c'était un tyran. Donc son organisation, elle avait un côté efficace,
et un côté très antidémocratique. Cette organisation très centralisée s'accompagne d'une augmentation considérable du corps des fonctionnaires dont l'importance n'a jamais été égalée auparavant. Les Français, après avoir été des sujets, puis des citoyens, deviennent des administrés. Les assemblées n'ont plus aucun pouvoir. Dans les départements, les préfets relaient la volonté du premier consul. Dans chaque préfecture, les lycées sont institués pour embrigader la jeunesse. Il y règne une discipline militaire, port de l'uniforme, réveil au clairon, obligation du célibat pour les professeurs et les administrateurs. Aujourd'hui, c'est à Saint-Denis, dans la maison d'éducation de la Légion d'honneur, que nous pouvons retrouver l'esprit des institutions scolaires voulues par Napoléon. Quelle est la vocation de la France? La vocation de la France, c'est la grandeur. Il n'y a pas d'autre vocation pour la France. Si nous ne sommes pas grands, nous devenons très vite médiocres. Cette grandeur, Napoléon la met en scène par de grands travaux entrepris sur tout le territoire de la République. Ainsi, il donne du travail aux chômeurs et calme l'agitation des faubourgs. Mais le chef-d'œuvre du régime est d'ordre juridique. C'est le Code civil qui reprend le droit romain, les droits coutumiers de l'Ancien Régime, plus tous les grands principes de la Déclaration des droits de l'homme. Le Code civil, c'est la Révolution faite loi, rédigée en présence de Napoléon lui-même en 57 séances de 5 à 6 heures chacune. Ainsi, Napoléon Bonaparte devient l'homme de la concorde nationale. Gage de bonne volonté envers la France de l'Ancien Régime, le concordat signé avec le pape met fin à l'affrontement entre les révolutionnaires et les catholiques. Pourtant, certains n'acceptent pas cette nouvelle autorité. Alors, c'est la répression. On fait semblant de croire à un complot jacobin. On emprisonne et on fusille des républicains à gauche. À droite, on guillotine Cadoudal et ses complices royalistes. On enlève en territoire étranger le duc d'Enghien, exécuté dans les fossés de Vincennes le 21 mars 1804. En revanche, certains peuvent se louer du nouveau régime. Ce sont les grands bourgeois d'affaires qui profitent de l'abolition des privilèges, du rétablissement de l'ordre et de la stabilité du franc. Il nous faut un roi qui soit roi parce que je suis propriétaire, qui est une couronne parce que j'ai une place. Il nous faut donc, pour finir la Révolution, un roi créé par elle, tirant ses droits des nôtres. Déclare Champagny, futur ministre. Ce roi, issu de la Révolution, garantissant l'égalité devant la loi et l'impôt, il est là, déjà en place. Premier consul, puis consul à vie. Et, enfin, Napoléon Ier, sacré empereur des Français par lui-même, en présence du pape,
le 2 décembre 1804 en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Je jure de gouverner dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français. Je monte sur le trône où m'a appelé le vœu unanime du Sénat, du peuple et de l'armée. Mes descendants conserveront longtemps ce trône.